Ravi de vous retrouver sur TCF, la télévision centrafricaine, la chaîne de l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans notre grande édition de ce soir. Donc voici les principales articulations. Un atelier de renforcement de capacité des intégrés du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a eu lieu hier à l'hôtel Ombela Palace, route de Damara. Plus de précisions dans cette édition avec Dorland Koyango et Cheryl Malembassa. Et puis la ministre du Travail et de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, Anne-Michel Mwanga, a procédé ce matin à la remise officielle du nouveau pacte social de la République centrafricaine aux partenaires sociaux. Erdis Kbengoyan et Rodrigue Feitem nous en parleront dans cette édition. Clôture ce matin de l'atelier relatif à prévention du risque lié aux abus et à l'harcèlement sexuel organisé par la Direction de la santé familiale en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, en sigle OMS, en République centrafricaine. Les détails dans cette édition avec Junior Maliavo et Cléo Bambou. Mesdames et messieurs, passons maintenant aux détails de toutes ces nouvelles. Les intégrés du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques ont pris part hier mercredi à l'hôtel Ombela Palace, route de Damara, à un atelier de renforcement de leur capacité. Précision que l'ouverture de ces travaux a été présidée par le ministre du tutelle, Arthur Bertrand Piri. Les détails avec Dorland Koyango et Cheryl Malembassa. Ils sont au total 184 nouveaux à être intégrés au sein de ce département par arrêté 28 du 3 septembre 2025. Une journée permettra à ces derniers d'être outillés sur l'organigramme de ce ministère, le secteur de l'énergie et de l'hydraulique et enfin les obligations et les droits d'un fonctionnaire et agent de l'État. L'occasion pour le numéro 1 de ce département de montrer à quoi est importante cette rencontre qui, selon lui, leur permettra de connaître leur mission et attribution et le respect de la hiérarchie. Plus de précisions avec le membre du gouvernement. Le président de la République avait donné des instructions pour que les jeunes centrafricains soient recrutés dans la fonction publique centrafricaine. C'est ce qui a été fait. Nous avons reçu les jeunes dames et messieurs au sein du département. Mais nous avions estimé qu'il est nécessaire d'abord de recevoir ces nouveaux collaborateurs pour leur présenter le cadre dans lequel ils vont évoluer désormais dans le domaine professionnel. Et également, puisqu'ils sont désormais des fonctionnaires, leur dire quelles doivent être quelles sont leurs obligations et leurs devoirs également. Et leur présenter les différentes missions, sinon les attributions, ce que nous faisons concrètement dans ce département. Pour leur permettre, maintenant qu'ils sont déjà fonctionnaires au sein du département, de se familiariser avec les textes, avec les différentes missions de ce département. Voilà l'objectif de cette rencontre ce matin avec nos nouveaux intégrés. De l'Ombela Palace, nous revenons à Bangui pour vous signaler que la remise officielle du nouveau pacte social de la République centrafricaine aux partenaires sociaux a eu lieu ce jeudi en la salle de conférence de la CFPE en la présence du ministre en charge de l'emploi, du travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Anne-Michel Mwanga. On en parle avec Erdis Kbengoyan et Rodrigue Feitem. Après la signature du pacte social qui avait eu lieu le lundi dernier, c'est ce jeudi que s'est déroulée la cérémonie de la remise du dit document aux parties prenantes. Dans son intervention, le membre du gouvernement a rappelé aux partenaires sociaux que ce document permettra de préserver la paix sociale, renforcer la conscience mutuelle et créer une croissance économique inclusive et durable. Le temps fort de cette cérémonie est la remise du document aux représentants du patronat et du syndicat.
Le membre du gouvernement s'en explique. C'est depuis 2019, d'une manière tripartite, que le gouvernement, le patronat et les syndicats ont signé un pacte social de stabilité et de développement économique. Ça a été reconduit en 2022. Et à ce jour, depuis la semaine dernière, le 22 septembre exactement, nous avons signé un nouveau pacte. Pourquoi un nouveau pacte? Parce que nous avons cette année un plan national du développement 2024-2028 impulsé par le président de la République. Donc c'est dans un processus d'une manière vraiment concertée que nous avons signé ce pacte et aujourd'hui nous avons procédé à la remise officielle de ce pacte aux parties prenantes, à savoir, comme c'est un outil tripartite, le gouvernement, le patronat et le syndicat, pour préparer un plan d'action et mettre en place un comité de suivi de ce pacte. Il faut savoir que ce pacte est un outil qui a renforcé et qui continue de renforcer le dialogue social et il permet aussi de promouvoir un environnement économique sain et apaisé. Dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitation, sigle RGPH4, qui se pointe à l'horizon, la Direction générale de l'Institut centrafricain des statistiques, des études économiques et sociales, en sigle ICASES, a organisé hier mercredi dans la salle de conférence du dit institut une campagne de sensibilisation à l'endroit du peuple autochtone et des personnes vivant avec handicap. Le point avec Obed Koyamene et Alvin Bambari. Cette campagne de sensibilisation qui a regroupé les peuples autochtones et les personnes vivant avec handicap a pour but de les édifier sur le 4e recensement général de la population et de l'habitation, qui est une étape déterminante pour doter la République centrafricaine d'une statistique actualisée, fiable en vue d'un développement durable. La présidente de l'association des femmes Bayaka de Centrafrique a indiqué que cette rencontre l'a permis de comprendre clairement la différence entre le recensement de l'ICASES et celui de l'année E. C'était trop impressionnant parce que la personne qui avait expliqué, nous on avait des confusions d'abord avant avec l'ANE et CASES. Donc on pensait que c'était pour les élections et aujourd'hui, grâce à cet atelier, il y a des détails qui nous ont permis de savoir cette différence. À l'issue de cette rencontre, on va être comme des relais communautaires d'abord. Dans nos associations, dans nos groupements, on va aller redonner ces informations aux autres. Quant à la présidente de l'organisation des jeunes filles sourdes, qu'ils sont désormais mieux outillés pour accompagner ce processus. Après cette sensibilisation, nous allons aussi organiser la réunion au niveau de l'association de sensibiliser toutes les personnes sur le recensement général. Et aussi, pendant le recensement, on doit aussi appuyer et aider ceux qui vont être censés pour qu'ils aient des informations fiables. Je voulais juste remercier ICASES de penser à toutes les personnes handicapées de sensibiliser. Plus aussi, je voulais informer toutes les personnes qui sont sensibiliser la paix sur le recensement. Donc, je suis très content de passer à cette formation. Et aussi, moi aussi, sensibiliser aussi mes amis sur cette formation. Rappelons que l'ICASES est l'organisme responsable de la collecte des données statistiques, de l'organisation de recensement et des enquêtes au niveau national en République centrafricaine. Autre fait de l'actualité, l'association Maseka Kekereke Tibé Africa a remis ce jeudi des kits bureautiques aux responsables des 4 établissements du Fondamental 2 que sont lycée technique, lycée Ben Rachid, école Amitié Chine et lycée Barthélemy Boganda. Précisons que la cérémonie a eu lieu au lycée technique en présence de l'inspectrice académique de Bangui, représentante personnel du ministre en charge, le ministre d'État bien sûr en charge de l'éducation nationale, Orlin Seplis Kogbele Zingas. Plus de précisions dans ce reportage signé Martinez Gayo et Cheryl Malmbassa.
Les kits remis sont composés des ordinateurs, des fournitures bureautiques, des manuels et plusieurs autres documents de fonctionnement administratif. Le président de l'association Maseka Kekere Tibet Africa nous livre ses motivations, expliquant que ce geste est fait pour renforcer le lien de la cohésion sociale et bâtir un avenir meilleur. La cérémonie marque le début, le commencement d'une aventure avec des jeunes centrafricains et des collaborateurs de la diaspora pour lancer cette association, répondre aux besoins de la jeunesse centrafricaine en matière de médiation. Alors, ce qu'on peut retenir de ces kits, c'est qu'aujourd'hui nous avons fourni à ces 4 lycées du matériel informatique, mais aussi des manuels scolaires qui vont les aider, qui vont aider les professeurs dans la préparation des cours, mais aussi contribuer directement aux élèves. Donc aujourd'hui nous offrons du matériel informatique, mais aussi des manuels scolaires, et nous espérons faire encore beaucoup mieux dans l'avenir. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est la jeunesse centrafricaine. Nous avons la nécessité, nous avons le besoin. Nous voulons que la jeunesse centrafricaine puisse être moteur de son avenir, puisse être le centre de l'éducation nationale. C'est pour cette raison que nous avons décidé de travailler, de mettre en place cette association. Rappelons que l'association Maseka Kekereke Tibet Africa est fondée en 2022 par des jeunes centrafricains de la diaspora et de Bangui, la capitale. Et puis les rideaux sont définitivement tombés sur les travaux de l'atelier relatif aux préventions des risques liés à l'abus et à l'harcèlement sexuel organisé par la direction de la santé familiale en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, en sigle OMS, en République centrafricaine. Reportage signé Junior Maliavo et Cléo Bambou. Après 2 jours de travaux, les participants de l'atelier d'élaboration et validation du plan opérationnel du ministère de la Santé et de la Population sur la prévention et la réponse à l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuel se sont séparés hier avec une note de satisfaction. Ces moments ont permis à la direction de la santé et protection sociale de l'OMS en République centrafricaine et les participants d'élaborer et de valider un plan qui va permettre de lutter contre les risques liés à l'abus et le harcèlement sexuel dans le secteur sanitaire en République centrafricaine. Un participant se réjouit d'avoir pris part à cet atelier et demande au ministère de la Santé et de la Population ainsi que les partenaires de vulgariser ce plan. Concernant cet atelier de l'élaboration de la PRECEA du ministère de la Santé, j'ai apprécié vraiment les 5 axes stratégiques qui ont été élaborés par le groupe du travail et aussi des résultats, les 7 résultats et aussi au niveau des objectifs spécifiques. C'était bien détaillé et aussi il y a des niveaux de responsabilité au niveau du ministère de la Santé et aussi en lien avec d'autres documents stratégiques comme le plan national de développement sanitaire et aussi le plan national de développement. Je suis tellement satisfait de ces documents stratégiques du ministère de la Santé. Pour vulgariser ces documents, il faut mobiliser des fonds et aussi impliquer certains partenaires comme les partenaires internationaux, les ONG nationales et différents bailleurs de fonds pour mobiliser le fonds et aussi vulgariser les documents pour mettre en œuvre. J'apprécie l'atelier qui est organisé par le ministère de la Santé pour élaborer ces documents stratégiques pour réduire des VBJOD ou bien des PAS en République centrafricaine, pour que la République centrafricaine doit connaître aussi ses droits ou bien lois en fait. Ce document sera soumis aux autorités compétentes avant sa vulgarisation. L'association Jeunesse en marche pour le développement en Centrafrique, en sigle AGMADEC, a organisé ce jeudi à Bangui un atelier de réflexion sur la prévention des risques de conflits électoraux de décembre 2025, en présence de plusieurs acteurs de la société civile conviés pour la circonstance. Eric Voudagwangoya et Cheryl Malumbassa.
Les chefs religieux et les défis des élections de décembre 2025 en République centrafricaine est au centre des discussions qui a regroupé les responsables des différentes confessions religieuses en vue de faire asseoir un cadre pour la préservation de la paix en période électorale en République centrafricaine. Rosin Zalangatundam, le coordinateur de la JIMADEC, dégage l'intérêt de cette rencontre. À but non lucratif et apolitique, s'inscrit habituellement dans la logique de prévention des risques de conflit en République centrafricaine pour la préservation et la consolidation de la paix. Alors c'est dans ce cadre, vu le contexte sociopolitique et surtout électoral très inquiétant, il est de notre devoir, les acteurs de la paix, les acteurs de prévention des risques de conflit, d'initier des actions préventives. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans cette démarche de prévention des risques de conflit électoraux de décembre 2025 en République centrafricaine. Les attentes de ce moment de partage sont importantes pour la consolidation de la paix et le développement de la République centrafricaine. Il est magnifique autant pour moi, pourquoi? Parce que ces chefs religieux sont toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures à contact perpétuel avec les populations centrafricaines. Et comme ils font un travail de moralisation, alors nous espérons qu'avec ces acteurs, nous pourrions passer par leur canal et conscientiser et renforcer la transformation de mentalité du peuple centrafricain sur tout ce qui est risque lié au processus électoral dans notre tâche européenne. Signalons que cette initiative sera pérennisée à travers d'autres structures sociopolitiques du pays. Pont Kokoro, situé dans le 3e arrondissement de Bangui, sur financement de la MINUSCA, a eu lieu le 23 septembre dernier en présence des autorités locales, des leaders communautaires et de la population riveraine. Il a précisé que ce projet contribuera à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'à faciliter l'accès aux services sociaux de base. Reportage presse de la MINUSCA. Le lancement officiel de la réhabilitation du pont Kokoro dans le 3e arrondissement de Bangui sur financement de la MINUSCA a eu lieu le 23 septembre 2025 en présence des autorités locales, des leaders communautaires et de la population riveraine. Ce projet contribuera à la libre circulation des personnes et des biens ainsi qu'à faciliter l'accès aux services sociaux de base. La technicité, c'est au ministère de l'équipement et des travaux publics. Comme je l'ai dit, on a l'habitude de travailler avec la MINUSCA. L'équipement doit être toujours à côté de la MINUSCA et les ONG qui travaillent les ouvrages pour la bonne marche ou bien la circulation de la population. Le coordonnateur des affaires civiles du bureau de terrain de Bangui, Stassine Nils, a réaffirmé l'engagement de la MINUSCA à continuer à soutenir les efforts des autorités centrafricaines dans la consolidation de la paix. On était ici, ça fait presque 8 mois, je pense, avec l'équipe pour la demande de cette réhabilitation. Ça a duré pas mal de temps. La procédure était un peu lente cette fois-ci, mais je suis très heureux quand même qu'on a pu aboutir à avoir ce résultat. J'espère effectivement de travailler avec vous pour d'autres projets, l'identification d'autres projets, Madame le sous-préfet, dans votre zone. Marie Fitakona, conseillère à la mairie du 3e arrondissement, se réjouit du lancement de cette initiative. Compte tenu de l'importance de la fonction d'un tel ouvrage qui est celle d'assurer la libre circulation des biens et des personnes et de désengorger les grandes artères du kilomètre 5, aussi bien n'asseoir la sécurité pour le développement de notre pays, nous vous remercions de ce joyau. Selon Mamadou Dogo, l'un des habitants du quartier d'Oloko, cette réhabilitation apportera un grand soulagement aux communautés. Nous avons beaucoup de difficultés parce que pour passer, même une petite voiture ne peut pas passer. Même la moto, c'est difficile, mais comme Dieu a fait que on a tenté d'arranger, vraiment, ça nous a beaucoup fait plaisir. Ça c'est très bien. Corinne, l'une des habitantes du quartier, remercie les initiateurs de ce projet. On a des fois,
Rappelons que ce pont relie plusieurs quartiers du 3e arrondissement, à savoir Bayadombia 1, Bayadombia 2, Kokoro 4, Kokoro 5 à d'autres quartiers riverains. Mesdames et messieurs, passons maintenant à la page magazine de cette édition. Eh bien, en page magazine, vous allez suivre d'abord l'entretien de Majorine Congo avec M. Eugène Kouadio, pasteur et chef d'entreprise, sur la tenue d'une formation sur la formation, d'une formation sur la transformation du jus naturel qui se tiendra le samedi 27 septembre 2025 à l'église Baptiste Ngoubagara à Bangui. Et ensuite, vous suivrez la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA tenue le 24 septembre 2025 à Bangui. Quant à moi, je vous remercie tous pour votre aimable attention. Portez-vous bien et à demain. Vos numéros de l'invité du journal, nous avons M. Eugène Kouadio, pasteur et chef d'entreprise qui va nous parler sur la transformation du jus naturel. Alors, M. Kouadio Eugène, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors, veuillez vous présenter aux téléspectateurs. Merci. Mon nom, c'est Eugène Kouadio, voilà, ivoirien. Donc, je suis en Centrafrique il y a de cela quelques jours pour aider la jeunesse, les femmes et toute la population centrafricaine pour maîtriser ce domaine-là qui est la transformation des fruits en jus. Alors vous êtes porteur d'un projet de formation en Centrafrique. Dites-nous en quoi consiste ce projet de formation. Alors c'est de ce projet que je viens de parler à l'introduction. Vous savez, nos pays africains ont beaucoup d'atouts. Quand vous prenez un pays comme la Centrafrique, c'est un pays qui regorge beaucoup d'atouts. Un, le sol est très riche. Deux, nous avons beaucoup de fruits, mais il y a un problème. Le seul problème, c'est que, comme les autres pays francophones d'ailleurs, nous n'avons pas l'expertise, nous n'avons pas cette connaissance-là de pouvoir transformer nos fruits en produits finis. Quand vous arrivez aujourd'hui dans les supermarchés, vous allez acheter ce que nous appelons le nectar. Le nectar qui est fait avec, dans les normes, en principe, ça doit être 25 à 50% de pur jus et avec de l'ajout. Malheureusement, avec le nectar actuel dans nos supermarchés, nous avons combien de pourcentage de vrai jus? On ne cherche pas à savoir. Voilà. Donc, il faut dire qu'il y a problème. Alors, notre structure qui s'appelle Yepu Group vient aider la population à régler ce problème. Alors, quel est ce projet? Nous commençons d'abord par la formation. Parce qu'un peuple qui veut aller loin a besoin d'être formé. Et nous formons dans un domaine bien précis, l'agroalimentaire. Donc nous amenons nos apprenants à connaître, les fruits. Deux, à pouvoir les transformer, mais d'une manière naturelle. Je vous informe que j'étais là en août passé et nous avons fait une première expérience avec une centaine de personnes. Vous voyez, je suis venu avec cette bouteille, un échantillon dans votre studio, pour dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui que c'est la tranche du mois d'août qui a produit ça. Donc ce jus que vous voyez est 100% centrafricain. Des apprenants que nous avons formés parce que nous faisons la théorie et la pratique. Et au cours de la pratique, nous les avons observés pour leur permettre d'appliquer ce qu'ils ont étudié pendant la théorie.
Et Dieu merci, ils ont produit leur jus sans conservateur ajouté. Mais je vous parlais de quel mois? Août. Tenez-vous bien, sans conservateur ajouté depuis août jusqu'à présent, c'est en bon état. Voilà. Pour dire que ça peut aller jusqu'à 1 an, voire au-delà. Donc c'est ce travail que nous sommes venus faire, parce que en amenant la population à pouvoir produire sans produits chimiques ajoutés, nous contribuons aussi d'une manière indirecte à la santé. Donc, je vous donne un peu le schéma de ce projet. Nous les formons à pouvoir produire du naturel. Quand on parle de naturel, sans sucre ajouté, sans colorant ajouté, sans conservateur ajouté, aucun produit chimique. Et quand on parle de produits sans produits chimiques, il faut aller depuis la source, la culture. Donc, il y a aussi l'agropastoral. Comment amener nos paysans à pouvoir produire sans engrais chimiques? Les amener à préparer du fumier, leur compost eux-mêmes, avec ce qu'ils ont au champ, travailler les plants qu'ils vont cultiver, c'est de 1. De 2, à la récolte, les amener aussi à produire des boissons avec les moyens de bord. Oui, vous voyez, cette bouteille est produite avec les moyens de bord. Et à produire, et ça ne se limite pas là. Après la production aussi, il faut commercialiser. Donc nous les formons aussi dans ce que nous appelons dans notre jargon le marketing pratique. Comment produire, comment commercialiser. Donc c'est vraiment une chaîne. C'est vraiment une chaîne. Nous bénissons le Seigneur parce que je suis en collaboration avec l'une de nos sœurs qui hier m'a présenté un peu ce même projet qui est le projet qui provient même de notre excellent, le chef de l'État, qui fait ce travail merveilleux. Elle m'a montré ce centre qui a été inauguré dans une des régions. Donc nous sommes là pour appuyer ce projet, pour dire que c'est un projet noble, parce que en tant qu'Ivoirien, l'économie de notre pays repose aujourd'hui sur l'agriculture. Et je vous même fais cette anecdote. Il y a une boisson chez nous qu'on appelle bangui, le vin de palme. Ah bon? Oui. Et après étude, j'ai appris que ce bangui-là provient même de la Centrafrique. C'est pourquoi l'Ivoirien a donné juste le nom bangui. Mais plusieurs Ivoiriens ne le savent pas. Donc, nous avons beaucoup de choses à donner à cette nation. Et je crois que nous sommes là pour travailler. J'ai fait déjà une expérience de 1 mois en août passé. C'était vraiment concluant. Donc nous venons pour cette deuxième tranche de formation ce samedi. Alors à qui profite cette formation et dans quel domaine intervenez-vous? Vous savez, nous touchons toute la population parce que nous avons une formation très pratique. Très pratique. Par exemple, notre maman qui fait le jus à la maison ne connaît pas les techniques d'hygiène alimentaire, ne connaît pas les vertus des fruits. Pour elle, c'est du jus de gingembre, il faut mélanger et puis donner aux gens. Sans savoir que l'amidon du gingembre n'est pas comestible. Il faut retirer, apprendre à séparer le jus de l'amidon. Je vous donne un deuxième exemple. Le père qui quitte les champs ou bien le bureau, il vient, il veut consommer quelque chose. Il prend la papaye, il coupe la papaye en 2, il l'arrose, il l'asperge avec le citron. Il mange. Pour lui, ça a un bon goût, sans savoir qu'il contribue à la destruction de sa propre santé. Est-ce que vous voyez? Regardez quelqu'un qui revient du travail à 22 heures et puis il mange le riz sans savoir qu'il détruit sa santé. Donc il y a tellement de choses. Oui, donc il y a la formation même pratique, théorique pratique, qui leur permet de produire du jus.
Et il y a la formation aussi dans le domaine diététique pour leur permettre de bien manger, bien se comporter. Vous voyez? Donc c'est une formation, qui va vraiment ouvrir leur esprit sur l'entrepreneuriat. De deux, dans un domaine qui est vraiment pratique et tactique, qui est l'agroalimentaire. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans tous les restaurants, les gens consomment. Ils consomment quoi? C'est la question. Donc il faut apprendre aujourd'hui à nos citoyens à consommer naturel. Et pour consommer naturel, il faut leur apprendre à produire naturel. Et pour produire naturel, il faut leur apprendre aussi à cultiver naturel. Et après avoir produit, il faut leur donner le circuit de distribution et de vente. Voici un peu, en grosso modo, le projet qui nous amène ici en Centrafrique. Alors pour finir, quels seront les mécanismes de suivi et évaluation des acquis de cette formation? Une belle question. Il faut savoir que nous avons la liste de tous nos apprenants. Et après chaque formation, nous faisons une étude, nous évaluons et nous sélectionnons tous ceux qui sont prêts à produire. Ça, c'est la première des choses. Si possible, nous les organisons en coopérative. Parce qu'il ne s'agit pas de produire, de commercialiser, mais il faut les organiser. C'est une entreprise que nous les aidons à créer. Une organisation, on leur donne même un schéma squelettique qu'ils peuvent remplir. Et quand ils sont prêts pour la production, nous leur proposons les moyens de bord. Nous les assistons en faisant la production avec eux sur un temps un peu long jusqu'à la maîtrise. Après la maîtrise, nous leur permettons de voler de leurs propres ailes. Donc, ce n'est pas une formation qui se fait aujourd'hui et on les abandonne. Et je vous parle de quelque chose de pratique parce que nous avons fait nos preuves en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, Abidjan, vous allez voir que pendant toutes les cérémonies, ce sont ces genres de boissons qu'on utilise. Pourquoi? Parce que nous avons formé plus de 3000 personnes à Abidjan seulement. Nous avons formé au Togo, nous avons formé au Burkina Faso. En 2023, nous avons formé à Libreville au Gabon. Et en 2025, le Seigneur nous fait grâce d'atterrir avec nos bagages ici en Centrafrique. Donc il y a un suivi qui est fait. Voilà, nous sélectionnons ceux qui sont prêts, nous faisons le suivi et nous les lançons sur le marché. Alors la télé Centrafrique vous remercie. Nous sommes vraiment très ravis de collaborer avec la télé Centrafrique pour dire que cette formation se tiendra samedi. Ce samedi 27 à l'église Goubagara. À l'église Goubagara, de 7h à 17h-18h avec une pause. Voilà, c'est une journée marathon, mais nous bénissons Dieu, nous avons l'expérience, l'expertise et nous avons toujours eu le temps d'organiser. Tu feras tout ce temps sans savoir même que le temps passe. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci bien aimé. Alors c'est la fin de cet entretien avec M. Eugène Kouadio, transformateur, pasteur en même temps. Alors merci pour votre attention. Merci et bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez dans cette salle ici à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. En ouverture de cette conférence de presse, je souhaite rendre hommage au nom de la MINUSCA à nos 5 collègues casques bleus victimes d'un tragique accident de la route survenu mardi dernier à 35 km au nord-est de Damara dans la préfecture d'Ombela Mpoko. Le bilan est lourd, 4 morts, 1 disparu et 2 blessés. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a exprimé sa profonde tristesse. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un moment particulièrement douloureux pour la mission et que ses pensées allaient en premier lieu à nos chers disparus, morts au service de la paix. La chef de la mission a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple de la République du Congo et a souhaité un prompt rétablissement aux 2 policiers blessés. Dans un communiqué publié samedi, le secrétaire général des Nations Unies avait rendu hommage au dévouement des soldats de la paix des Nations Unies qui continuent de servir dans les environnements les plus difficiles.
il a réaffirmé sa profonde gratitude pour l'engagement et le sacrifice des hommes et des femmes qui servent au sein de la MINUSCA pour la cause de la paix en République centrafricaine. Dès l'annonce de l'accident, la mission a mobilisé toutes ses ressources disponibles pour porter secours aux 5 soldats de la paix portés disparus, qui étaient tous membres d'une unité de police constituée de la République du Congo. Toutes les composantes de la MINUSCA, qu'il s'agisse de la force, de la police ou des personnels civils, se sont unies pour retrouver nos collègues. Nous avons aussi reçu le soutien indéfectible des autorités et des forces de défense et de sécurité centrafricaines, ainsi que de la communauté locale des piroguiers et des pêcheurs, dont la connaissance du terrain a été déterminante pour retrouver les corps des 4 casques bleus. Des plongeurs professionnels camerounais ont également été dépêchés sur place. Cette solidarité envers nos casques bleus et cet élan de générosité nous ont profondément touchés. C'est le message que la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine est en train de transmettre au moment où je vous parle à Bambari, où une cérémonie officielle est actuellement organisée pour honorer la mémoire des casques bleus disparus. En effet, les casques bleus disparus faisaient partie tous de cette unité de police constituée qui est basée dans la ville de Bambari. Et vous avez aussi noté en arrivant ici que les drapeaux de la MINUSCA sont en berne. Le débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouvert hier à New York et se poursuivra jusqu'à lundi prochain, le 29 septembre. Ce rendez-vous annuel réunit les chefs d'État et de gouvernement du monde entier, parmi lesquels le président Faustin Archange Touadéra. Le chef de l'État centrafricain a tenu une réunion bilatérale ce lundi avec le secrétaire général des Nations unies. Ils ont échangé sur les efforts en vue de consolider les progrès accomplis dans la mise en œuvre du processus de paix et sur la préparation des élections à venir avec l'appui de la MINUSCA. Le secrétaire général des Nations unies, M. Guterres, a réaffirmé le soutien indéfectible des Nations unies à la République centrafricaine. Un événement de haut niveau consacré à la République centrafricaine est prévu ce mercredi à l'initiative du gouvernement italien et de la communauté de Sant'Egidio. Le secrétaire adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, prononcera un discours à cette occasion. Nous le partagerons avec vous dès qu'il sera disponible. Le thème du débat général de cette année est « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Un message amplifié par le secrétaire général des Nations unies, selon lequel, et je le cite, « Il y a 80 ans, sur les ruines laissées par la guerre, le monde a fait germer l'espoir, une charte, une vision, une promesse. La paix est possible lorsque l'humanité est en bloc. » Cette quête de la paix, qui est la raison d'être des Nations unies et de notre présence ici en République centrafricaine, a été célébrée ce dimanche dans le monde entier. Dans son message diffusé à l'occasion de la Journée internationale de la paix, le secrétaire général a rappelé que la paix, et je le cite, était l'affaire de tous et qu'il était temps de faire taire les armes et de mettre fin à la souffrance, de bâtir des ponts et d'instaurer la stabilité et la prospérité. Antonio Guterres a également appelé à mettre fin au racisme, à la déshumanisation et à la mésinformation qui attisent les conflits en nous engageant, à nous, citoyens du monde, à adopter le langage du respect et à ouvrir notre cœur aux autres. Plusieurs manifestations soutenues par le Fonds de consolidation de la paix et la MINUSCA ont été organisées en République centrafricaine pour célébrer cette journée. À Bangui, une table ronde diffusée sur Radio Guira a réuni des organisations nationales et internationales engagées pour la paix en Centrafrique. Les participants ont partagé les résultats concrets de leurs actions en citant par exemple les activités du comité local de paix et de réconciliation du 3e arrondissement, ici à Bangui, en faveur de la libre circulation des biens et des personnes. À Bouar, une marche pacifique a traversé la ville et un concert ainsi qu'un match de basketball paralympique ont été organisés. À Ndélé, 150 personnes, dont 55 femmes, ont participé à une sensibilisation aux valeurs de la paix co-organisée par la MINUSCA et le comité local pour la paix et la réconciliation. À Birao, une émission radiophonique publique a rassemblé plus de 500 personnes autour d'échanges sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Des activités similaires ont eu lieu à Baoro, Bangassou et Bossangoa. 117 combattants du groupe armé 3R ont été désarmés et démobilisés la semaine dernière à Sanguérélim, dans la préfecture de l'Ouham.
Les opérations menées par l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, que vous connaissez sous son acronyme de UEPNDDRR. Donc ces opérations, vous le savez, bénéficient du soutien habituel de la MINUSCA, qu'il s'agisse de la planification, du déploiement des agents et du matériel, de la sécurisation du site, de la certification des ex-combattants, ainsi que de la remise des kits de démobilisation et d'un pécule. Direction maintenant la Vakaga, où la MINUSCA met activement en œuvre son mandat de protection des civils. La force de la mission a renforcé le dispositif de sécurité autour de la base opérationnelle temporaire de Hamdafok afin de protéger physiquement plusieurs milliers de villageois déplacés qui s'y sont rassemblés après avoir fui des violences. La majorité d'entre eux sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. De l'eau leur est également distribuée. Les acteurs humanitaires évaluent actuellement les besoins et les ressources disponibles afin de leur fournir une aide appropriée. La force de la MINUSCA a intensifié ses patrouilles de jour comme de nuit en coordination avec les forces armées centrafricaines, les FACA. Nos collègues sur le terrain sont en contact permanent avec les autorités locales et poursuivent le soutien de la mission aux mécanismes existants, CEMOP, CLPR, pour anticiper et désamorcer les conflits, ainsi qu'avec les acteurs communautaires afin d'encourager le dialogue entre les communautés. Dans ce contexte, la radio communautaire IATA, qui est soutenue par la MINUSCA, joue un rôle crucial en diffusant des messages d'apaisement et de cohésion sociale. Et puis, pour finir, au nom du représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la République centrafricaine, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire, Mohamed Ag Eyoya, je réitère l'appel que j'ai lancé en début de ce mois pour que toutes les écoles encore occupées par des militaires ou des groupes armés retrouvent leur nature strictement civile afin que la rentrée scolaire puisse se tenir normalement pour tous les élèves sur l'ensemble du territoire. Nos collègues humanitaires nous font savoir que, par exemple, l'école de Mbaïki, dans la préfecture du Homboumou, est occupée depuis début juillet, privant ainsi des dizaines d'enfants de leur droit à l'éducation.